Actu du soir sur vos écrans, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue ce soir encore une fois à votre émission que vous aimez tant, qui vous donne les analyses de toutes les informations. Ça se fait toujours le soir, comme d'habitude. Nous avons encore une fois le réel plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Freddy Bougitou, qui est avec nous ce soir. Il est membre de la REP, Agissons pour la République, parti cher à Maître Guilando Mboyo. Il est secrétaire national en charge des questions judiciaires. Voilà. Maître Freddy, bonjour. Bonjour Serge. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Toujours comme d'habitude, vous êtes toujours présent à chaque fois que nous avions besoin de vous. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un plaisir. Vraiment un plaisir. Ça va à la maison? Oh, ça va. Alors, oui, ça va très bien. Alors, d'entrée de jeu, nous voudrions quand même vous demander par rapport à ces discours du président de la République qui s'est adressé hier, le 11, dans l'Assemblée nationale, mais c'était dans le Parlement réuni en congrès. Il a dit des histoires très importantes. Comment avez-vous trouvé son discours? Effectivement, le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectivement s'est soumis à cet exercice constitutionnel, ce grand oral prévu une fois l'an, lequel n'appelle pas en principe des débats ni des discussions au sein de cet auditoire composé des honorables sénateurs et députés, c'est-à-dire les élus de nos deux chambres de Parlement. Mais à notre niveau, nous avons, en tant que citoyens d'abord, nous nous sommes fait le devoir de suivre cette adresse et nous avons trouvé que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a effectivement abordé les questions cruciales et majeures qui concernent l'état de notre pays, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'état de la nation. C'est un discours bilan, c'est un discours de courage, un discours d'espoir, un discours qui a scruté les différentes questions en commençant par la sécurité. Il y a l'aspect, les infrastructures. Il a parlé de l'aménagement du territoire, il a parlé de l'agriculture, il a également parlé de cette question qui actuellement fait couler effectivement de l'encre et salive, celle concernant la réforme de la Constitution. Donc il a balayé toutes les questions cruciales et je pense qu'à ce jour, chacun peut se faire une petite idée de ce qu'a été l'année 2024 en République démocratique du Congo, lorsque cela vient effectivement du premier d'entre nous, du premier d'entre tous les Congolais. Très bien. Est-ce que vous pensez que le président de la République a répondu aux questions majeures de la population, entre autres, celle de travail, chômage en République démocratique du Congo auprès de jeunes, aussi la vie sociale, qui tourmente beaucoup de Congolais aujourd'hui. Est-ce que le président a répondu vraiment à ces questions? Le président de la République a été d'une précision assez rare lorsqu'il a abordé les questions liées à la création des emplois. Vous savez, on a toujours eu à assister à des discours qui ne sont pas précis en termes de chiffres. Je vais prendre à titre purement illustratif. Le président de la République a évoqué la création des sociétés en les nommant. Il a donné l'exemple de cette société qui fabrique des carreaux qui sont des matériaux de construction dans les zones économiques de Maluku. Il y a également aujourd'hui l'installation de cette société qui est une firme représentative de la marque Pepsi. Donc, et il a donné des chiffres des créations des emplois directs et indirects. Parce que lorsque, par exemple, vous créez une usine de fabrication des carreaux,
il n'y a pas seulement les travailleurs qui travaillent directement au sein de l'usine, mais il faut déjà vous projeter sur les différents détaillants, oui, les grossistes, toutes ces quincailleries qui seront approvisionnées à partir, je vais dire, localement. Lorsque également on fabrique des boissons gazeuses, il ne faut pas se limiter en termes de création d'emplois, de voir uniquement les quelques milliers. C'est important, mais ce n'est pas limitatif ni exhaustif. Les quelques milliers d'emplois de ceux qui travaillent directement au sein des usines. Mais il y a également les revendeurs, il y a les terrasses, il y a les supermarchés. Ça veut dire que c'est de la marchandise fabriquée localement, mais qui également, au-delà du fait d'être des sources de revenus en termes de rémunération pour les Congolais qui travaillent, mais c'est également de la marchandise, des produits finis qui sont directement consommés par la population à travers les différents intermédiaires que je viens d'évoquer tout à l'heure. Ça, c'est au niveau des emplois. Donc, il a été précis. On ne peut pas dire qu'il a esquivé la question. Et le deuxième aspect, je crois que vous avez parlé de social. Si vous avez suivi l'actualité, je suis certain que vous la suivez de très près. Très bien. Parce que vous êtes journaliste. Oui. Vous rappellerez que le vice-premier ministre en charge de l'économie a fait une annonce que je pense être une bouffée d'oxygène pour la population. Cette réalité, parce que c'est déjà vécu, je viens de faire un tour dans un supermarché non loin de votre studio. Oui. Je constatais qu'il y a effectivement des affichages des révisions à la baisse des prix des biens de première nécessité. Donc ce sont des efforts qui sont palpables, qui sont concrets et qui sont vérifiables sur les marchés. Je crois qu'il en est... qui souffre du suivi parce que vous êtes sans ignorer que chaque fois que l'État évoque ces genres de choses, disons, la baisse de prix de biens de première nécessité, mais il n'y a pas le suivi vraiment réel à chaque fois que l'État soit derrière ces vendeurs pour quand même essayer de revoir. Parce qu'à la fin, vous allez voir qu'après une semaine, le prix revient au même prix que ça a été auparavant. Monsieur Serge, c'est là le lieu de rappeler à nous tous que le devoir de veiller au respect des décisions prises par les institutions ou les autorités de la République n'incombe pas exclusivement à ces autorités ou à ces institutions. Parce que les bénéficiaires, les premiers bénéficiaires de ces mesures d'assouplissement au niveau de la révision à la baisse des prix des premières nécessités, c'est d'abord la population. Vous savez, le citoyen a ce rôle-là d'être le gardien du respect des lois et des règlements. Si aujourd'hui, il est établi et attesté, preuve à l'appui, que tel opérateur qui avait procédé à telle révision à la baisse a revu sa copie et a ramené les prix à l'état initial ou les a même ramenés un peu plus haut, je crois qu'il revient à tout citoyen, à moi et à toi, de dénoncer ces comportements qui est antipatriotique. Parce qu'effectivement, cette mesure n'est pas un cadeau des opérateurs économiques, il faut le rappeler. Le gouvernement a procédé à des mesures d'allègement fiscaux et parafiscaux en faveur des opérateurs économiques. Il y a des exonérations, parfois même des exemptions qui sont concédées aux opérateurs économiques. Donc ce n'est pas un cadeau. Cette révision à la baisse est une contrepartie que le gouvernement a obtenue suite à ces allègements dont nous venons de parler. Alors, il est du devoir de chacun d'entre nous de veiller sur cela. Cela n'exempte pas les services, par exemple, du ministère de l'économie, ceux qui sont censés vérifier ou veiller au respect de la structure des prix. Cela ne les exempte pas de leur travail. Voilà. Mais nous sommes d'accord qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux pour être omniprésents. Alors là où ils ne sont pas, ils ne pourront pas avoir l'information. Si vous avez l'information que tel établissement n'a pas respecté les mesures telles que
décidés et exécutés, il faudra les dénoncer et je pense que les services appropriés feront leur travail. Alors, maître, vous serez d'accord avec moi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a emprunté un ton différent de celui de l'année passée. Cette fois-ci, il était un peu relatif. Vous allez voir sa façon de parler avec un ton trop baissé que celui de l'année passée. Est-ce qu'il a compris qu'il a encore beaucoup de choses à faire? Le président de la République vient d'entamer un nouveau mandat qui est de 5 ans, tel que le dit la Constitution. Parce que l'année passée, il était trop offensif. Hein. Il est en train pratiquement d'achever la première année de ce mandat. Quand vous faites allusion à l'année passée, l'année 2023, j'aimerais que nous nous resituions dans le contexte. C'était une année électorale, essentiellement électorale, où le président de la République était dans une compétition électorale, où il était amené à faire face parfois aux arguments de ses adversaires, et cela était des bonnes guerres. Aujourd'hui, vous avez en face de vous un président de la République investi de plein pouvoir. Il n'a pas en face de lui des challengers. Nous avons un garant de la nation, père de la nation, permettez l'expression, qui est censé rassurer tous les Congolais. Ceux qui avaient voté pour lui, les 73%, ou ceux qui n'avaient pas voté pour lui. Il est le président de ceux de la majorité et de ceux de l'opposition. Il est le président de ceux qui sont d'accord avec lui et de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Le président de la République est obligé d'adopter un ton qui rassure tout le monde. Et je crois que tout le monde a constaté qu'il était à l'aise. Trop à l'aise. Il était à l'aise, il était serein. Et tout ce qu'il a dit, il nous a vraiment donné l'impression d'être sûr de ce qu'il disait. Donc moi, je ne trouve pas de problème. C'est une évolution d'ailleurs qu'on peut qualifier de positive. Si il est passé d'une posture pratiquement de compétition à une offensive surtout, à une posture de père de la nation, de celui qui est le père de tout le monde sans exclusive. Ça, c'est très bien. Alors, nous allons passer pour prendre un aspect très, très important qu'il a évoqué aussi, c'est l'aspect sécuritaire, qui touche beaucoup de Congolais parce qu'aujourd'hui, on va dire que le président de la République il doit être le premier président qui a tenu plus fort, à haute voix, ce qui se disait en cachette. Parce qu'il a sorti le président rwandais Paul Kagame comme c'est lui l'assassin du peuple congolais. Mais nous avons remarqué qu'il a pris que moins de 5 minutes pour parler de la sécurité de la RDC. Est-ce que c'était une assurance ou c'était une conviction que non, il veut maintenant mettre la fin à cette guerre, où le président c'est là où il se cache maintenant? Parce qu'il n'a pas pris beaucoup de temps pour expliquer cette situation de la guerre à l'Est, comme il en a toujours fait chaque fois qu'il parle de la guerre à l'Est du pays. Sans pour autant prétendre être dans l'esprit du chef de l'État, président de la République, mais ce que moi je peux comprendre par cette brièveté du temps de parole accordé à cette question, ce n'est pas une sorte de négligence ou de renvoi au second degré en termes d'importance de sujet, non. Vous vous souviendrez que nous sommes en plein processus de paix, processus mené par le président de la République d'Angola, ce qu'on appelle le processus de Luanda. C'est un processus qui est en plein, je veux dire, qui est en cours. Et si les informations ne changent pas, le président de la République est censé s'y rendre très prochainement. Peut-être que le chef de l'État se réserve d'aborder profondément cette question maintenant tel qu'il l'a fait hier, étant donné que d'autres résolutions beaucoup plus satisfaisantes pourraient effectivement découler du prochain rendez-vous qui est annoncé comme un rendez-vous crucial. Vous comprenez? Donc, n'oublions pas que le président de la République,
aura, à la fin de ce mois, encore l'occasion de s'adresser au peuple congolais lors de son discours de fin d'année, ou ce qu'on appelle le discours de vœux de l'an. Alors, moi, j'ai compris cela comme une sorte de réserve justifiée et sage. Le temps pour lui de voir ce que vont donner les efforts diplomatiques tels que suivis au niveau de Luanda avec le processus de paix qui est parti de Nairobi jusqu'à Luanda tel que cela est suivi jusqu'à présent. Très bien, nous allons suivre. Mais ça, ce n'est que l'aspect diplomatique. Mais n'oublions pas qu'au moment où le processus de Luanda est en cours, nos vaillantes forces armées, les FARDC, sont en train de récupérer des localités au moment où nous parlons avec vous. Vous n'avez qu'à suivre l'actualité. Les derniers assauts... On est informé en fait. Les derniers assauts lancés par les mouvements terroristes M23 ainsi que leur soutien des RDF rwandais ont été contrés. Je précise que ces assauts l'ont été en violation du cessez-le-feu convenu effectivement par la voie diplomatique à Luanda. Mais en dépit de cela, nos forces armées ont pu effectivement faire échec à ces assauts. Ils ont pu récupérer des localités. La guerre au niveau militaire n'a pas encore pris fin et cela est une question qui doit préoccuper tous les Congolais. Mais cela n'est pas incompatible avec les efforts diplomatiques qui sont fournis au niveau de Luanda. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous souhaitez que le président puisse faire confiance au président rwandais et qu'est-ce que le président angolais pour le processus qu'il est en train de mettre en place? Vous allez répondre à cette question tout juste après les discours du président de la République. Vous étiez conseiller du président de la République. Pouvez-vous les conseiller d'accepter ou de faire confiance au président angolais? Parce qu'on a toujours fait ces accords qui n'aboutissent à rien. Serge, j'aimerais rappeler que la voie diplomatique telle que suivie actuellement par la diplomatie congolaise n'est pas la seule voie actuellement utilisée pour mettre fin au conflit de l'Est. Je rappelle que les forces armées sont au champ de bataille et sont opposées aux terroristes du M23 ainsi que leurs supplétifs du RDF rwandais tous les jours. Donc, à chaque fois qu'on parle des négociations, ayons à l'esprit que les Congolais, les vaillants Congolais se battent chaque jour. Mais pour répondre à l'aspect purement diplomatique, vous savez, en matière de diplomatie, ce sont des hommes d'État qui sont en face les uns avec les autres. Il n'y a pas de place pour l'émotion. C'est le lieu de la réflexion froide. C'est le lieu de la prise de décisions importantes. Ce sont des cadres qui sont décidés pas forcément au niveau national, c'est au niveau international. Vous savez, en diplomatie, il y a parfois le besoin d'enlever à votre adversaire ou à votre ennemi le prétexte. Le prétexte, c'est une fausse raison que l'on avance pour justifier un comportement qui ne se justifierait pas en temps normal. Dès lors que les mécanismes des organisations internationales, régionales et sous-régionales poussent notre pays, la République démocratique du Congo, à échanger sur la possibilité d'éviter les motifs présentés par les uns et les autres, que ces motifs soient fondés ou pas. Si nous n'y allons pas, vous laissez la chaise vide et la politique de la chaise vide
vous sera toujours défavorable. Raison pour laquelle moi je considère qu'il ne faut pas éviter le champ diplomatique sans négliger le champ militaire. Le président de la République n'est pas là pour faire valoir ses états d'âme. Il est là pour protéger, promouvoir les intérêts de la République démocratique du Congo. Alors, maître, pour finir cette émission, le président de la République a évoqué la question du changement ou de la modification, la révision de la Constitution. Il a bien parlé comment cette Constitution l'a bloqué durant toute une année avant de mettre en place la Première ministre ainsi que son gouvernement, chose qui n'a pas permis de pouvoir réaliser d'autres actions qu'il avait. Qu'est-ce que la loi prévoit? Qu'est-ce que la Constitution prévoit en matière de la Constitution? Est-ce qu'il faut changer ou réviser? Vous allez répondre à cette question tout juste après l'intervention du président sur la Constitution. Alors, vous avez compris ces discours du président de la République. Qu'en pensez-vous? La révision ou le changement? Je pars de votre exemple. Le président de la République a parlé du retard concernant la mise en place des institutions. Oui. Il a menti. C'est une vérité, c'est une réalité. C'est un fait. Réel. Et devant les faits ou les évidences, on ne discute pas, on s'incline. Il a fait un constat. Alors, interrogeons maintenant la Constitution en ce qui concerne les possibilités qui s'offrent pour résoudre ce problème-là, tel que constaté. J'aimerais d'abord rappeler que la Constitution, dite loi fondamentale, est d'abord une loi. C'est la mère de toutes les lois. Donc, en tant que loi, c'est une règle qui gère la société. La Constitution, excusez-moi de le dire, mais il est vrai, ce n'est pas la Bible. Au sens religieux, la Constitution a été rédigée par des hommes, comme vous et moi. Oui. Mais n'oublions pas le contexte de la rédaction de cette Constitution. Allez-y. C'est une Constitution rédigée à la suite de la transition. La transition qui a été consécutive ou qui a permis à notre pays de sortir de la guerre où le pays était pratiquement, disons, séparé en 3 pays. Il y avait le RCD qui gérait une partie, le MLC et compagnie, et il y avait le gouvernement qui gérait une partie. C'est très important de le rappeler. Et qui rédige la Constitution de 2006? Indépendamment de leurs expertises, ce sont des personnes qui sont mandatées par les différentes, on les appelait les composantes à l'époque. Et ces composantes, pour la plupart, répondaient des puissances étrangères. Sous-régionales. Ah, vous voulez affirmer les allégations d'un politicien que j'ai suivi sur une chaîne internationale qui dit notre constitution a beaucoup d'erreurs qu'il faut corriger. Sur quels éléments vous vous appuyez? Non, j'insiste sur ce fait. Je sais que vous avez un problème de temps, mais permettez que je puisse exposer mon idée. La Constitution telle qu'elle est rédigée en 2006 est rédigée par des composantes contrôlées par des puissances étrangères qui les soutenaient militairement et financièrement. En plus de cela, le dialogue intercongolais ne se tient pas à Kinshasa. Ceux qui rédigent la Constitution sont mandatés par des personnes qui se sont retrouvées à Sun City, à l'étranger. La Constitution est censée être un document de souveraineté, la norme suprême du pays, la loi fondamentale. Même si je n'étais pas à Sun City, même si je n'étais pas à la table de ceux qui rédigeaient la Constitution, il est impossible pour moi de croire qu'il n'y avait pas eu d'influence ou de l'ingérence étrangère dans la rédaction. C'est impossible. C'est impossible ce sujet. Maintenant, si la question est de savoir
quelles sont les dispositions qui peuvent faire l'objet d'une révision. Je vous rappelle d'abord que réviser une constitution ou la changer, ce n'est pas un tabou. C'est pas un tabou. Oui, parce que... Mais est-ce que c'est constitutionnel? Ce n'est pas la première constitution. Est-ce que c'est constitutionnel? Oui, c'est constitutionnel. Parce que le constituant ne peut pas s'imaginer que la loi que lui... Fayou n'est pas avec vous, non, il est contre vous. Pardon? Fayou est contre vous. Fayou est un citoyen congolais libre de réfléchir. Moi aussi, je suis un Congolais libre de réfléchir. Même chose que Katoum. Je les respecte beaucoup. Autant pour lui, je les respecte. Je lui reconnais la liberté de réfléchir. C'est ce que le président de la République a dit. Il ne faudra pas que certains citoyens pensent qu'ils sont plus citoyens que les autres. Autant vous pensez que vous avez un point de vue, laissez les autres aussi avoir leur point de vue. À la fin, le constituant, c'est qui? C'est lui qui a adopté l'actuelle constitution le 18 et le 19 décembre 2005, laquelle sera promulguée le 18 février 2006. C'est le peuple congolais. Qui peut aujourd'hui, Serge, qu'on se regarde en face, qui peut aujourd'hui s'élever et dire qu'il est plus légitime que le président de la République pour parler au nom des Congolais? Le seul Congolais qui a reçu le mandat, la procuration, le droit de parler au nom des autres, le seul Congolais qui a reçu plus de procuration, c'est le président de la République. Le seul Congolais qui a reçu plus de légitimité, c'est le président de la République. Je ne vois pas un seul Congolais interdit à un autre de réfléchir. Parce que nous avons ici le principe de la liberté d'opinion. Il ne faudra pas... Vous savez, la casquette d'opposant n'est pas un certificat qui vous permet d'empêcher aux autres de réfléchir. Oui. Je vois les opposants tenir leur meeting et moi, je salue cela. Moi, je soutiens le fait qu'on laisse tous les opposants tenir leur meeting, tenir les réunions, afin qu'au bout du rouleau, que le peuple départage. Parce qu'à la fin, le constituant, ce ne sont pas les partis politiques. Le constituant, c'est originel, je veux dire. Ce ne sont pas les députés, ce ne sont pas les sénateurs, ce ne sont pas les ministres. Le constituant, c'est le originel. C'est le peuple congolais. Le souverain primaire au sens de l'article 5 de la Constitution actuelle. Le pouvoir est exercé au nom du peuple congolais. Tout celui qui exerce le pouvoir aujourd'hui, ou qui l'exercera demain, c'est au nom du peuple congolais. Alors, il ne faut pas que certains pensent qu'ils sont plus intelligents que les Congolais qui sont à Malembankulu, à Idiofa, à Isiro, à Kabeya Kamwanga, ou à Boende. Parce qu'ils pensent que le président de la République veut revoir la Constitution pour rester au pouvoir. Beaucoup de temps qu'il voudra. Mais Serge, nous sommes d'accord que le souverain primaire, c'est le peuple congolais. Même si, excusez-moi, ce n'est pas tabou, même si le président de la République décidait aujourd'hui d'aborder, et déjà, il ne faudrait pas mettre dans la bouche du président de la République ce qu'il n'a pas dit. Le président de la République a ouvert la brèche en disant que des Congolais, des différentes disciplines scientifiques, des différentes couches sociales, des différentes corporations professionnelles devront se retrouver pour réfléchir. Si cette commission dont nous parlons estime qu'il faut se limiter à la révision constitutionnelle, ça sera une décision des Congolais dans leur diversité. Une décision qu'il faudra effectivement saluer. Elle ne se limitera pas à la commission, elle sera éventuellement soumise au niveau du Parlement parce qu'il s'agira d'une révision. Si cela ne touche pas les dispositions dites intangibles. Mais si jamais les Congolais se retrouvent et considèrent que la Constitution telle que rédigée à ce jour pose problème, là il ne s'agira plus du président de la République parce que ça sera des Congolais qui se réuniront quelque part, libres dans leurs réflexions et dans leurs choix, libres dans leurs décisions, s'ils décident qu'il faut passer à la 4e République à travers cette réforme constitutionnelle et que le peuple congolais par la suite, par voie référendaire, décide d'adopter cette constitution, qui pourra les empêcher? Qui pourra empêcher le peuple congolais de faire ce choix? Qui? Que vous soyez du pouvoir ou de l'opposition, que vous soyez de l'union sacrée ou de la Mouka ou de ensemble, personne n'a le droit d'interdire au peuple congolais de s'exprimer. L'opposition, c'est ce qu'on appelle, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle en droit international, le pouvoir, le droit à l'autodétermination. Le peuple congolais a le droit à l'autodétermination. À qui appartient le peuple? Parce que l'opposition parle du peuple. Vous, au pouvoir, vous parlez du peuple.
À qui appartient ce peuple? Vous savez, il y a des variables assez conventionnelles. Aujourd'hui, tout le monde va dire notre peuple, notre peuple. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un système démocratique où il y a un baromètre. Ce n'est pas à l'époque des années 1990 où il n'y avait pas d'élection démocratique, où tout le monde pouvait parler du peuple. Aujourd'hui, il y a des élections libres, démocratiques et transparentes. Si vous avez un baromètre objectif sur base duquel vous pouvez déterminer qui a la plus grande ou la plus large légitimité pour parler au nom du peuple, ce sont les élections. Et aujourd'hui, le suffrage le plus élargi, c'est au niveau de l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, nous avons un président de la République qui a obtenu plus de 70% de suffrages valablement exprimés. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut parler au nom du peuple aujourd'hui, c'est le président de la République. Les autres peuvent attendre. Je suis très d'accord avec vous. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir. Vous l'avez évoqué ici, qu'on souffre de temps. Faudra comprendre. Je crois que je pourrais vous convier encore pour qu'on parle de ces sujets. Je sens vraiment beaucoup de matière en vous. Alors, il y a le peuple là qui est derrière ces caméras qui veulent justement apprendre toutes ces choses parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire à ces sujets. Merci d'être passé. Je crois vous retrouver prochainement. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ça n'est fini pour cette émission Actu du soir, actualité du soir. Voilà ce qui se passe dans l'actu du soir. Ce sont des sujets comme ça qu'on va commencer toujours à évoquer, n'est-ce pas, pour vous donner des informations depuis vos maisons. Merci.